Allez, c'est une vidéo importante aujourd'hui. Est-ce une vidéo putaclic? Absolument pas. Aujourd'hui, je tiens à tourner cette vidéo parce que j'ai pris la décision d'arrêter mon métier de créatrice de contenu. Je peux pas faire durer le suspense comme ça. Je voulais au moins vous balancer l'info, comme ça au moins vous avez la réponse. Je vais évidemment développer sur plein d'aspects, sur mon expérience à moi, ce qui a fait que j'ai pris cette décision. Mais j'ai aussi envie de développer sur sur un sujet un peu plus global. J'ai envie de développer une réflexion sur les réseaux sociaux, sur la consommation d'internet, des réseaux, etc. Évidemment que j'avais envie de faire cette vidéo dans un besoin de transparence. Je me voyais pas quitter complètement internet du jour au lendemain sans rien expliquer, vu tout ce que j'ai partagé avec vous pendant 10 ans. Et parce que je trouvais ça aussi intéressant de donner mon point de vue et de donner mon point de vue d'une créatrice de contenu qui arrête ce métier-là et qui a quand même vécu de ça pendant 10 ans, qui a adoré faire ça. Et je pense qu'expliquer le pourquoi du comment peut être intéressant sur plein d'aspects. Pas du tout que pour les créateurs de contenu, mais sur un aspect plus général concernant les réseaux sociaux, concernant le métier de freelance, concernant la santé mentale, etc. etc. Alors on va commencer cette vidéo avec mon expérience, le pourquoi, les raisons qui ont fait que j'ai pris cette décision. Si vous me suivez depuis quelques années, vous m'avez déjà vu avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question concernant mon métier, concernant les réseaux sociaux en général. J'abordais aussi cette question dans mon vlog d'il y a 2 semaines. Pourquoi j'étais en colère concernant les réseaux sociaux, etc. Je vous remettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça ajoutera des petites précisions à cette vidéo. Je me disais à chaque fois qu'il y avait des modifications à faire, que c'était à moi de gérer autrement, et l'idée n'est jamais venue d'arrêter. J'avais l'impression que c'était un changement qui devait être interne dans ma vision du métier plus que dans le changement du métier en lui-même. Et pour la première fois, je ne sais plus du tout pourquoi, pour être très honnête, je sais pas si c'est... Je crois pas que ce soit une chose qui a déclenché, mais je me souviens d'un soir, où j'allais me coucher, j'ai dit à mon mec, on éteint la lumière et je dis, et si j'arrêtais? C'est la première fois que j'émettais l'hypothèse et que je le disais à haute voix qu'il y avait cette possibilité que j'arrête finalement de faire ce métier. Parce que, pour toutes les raisons que je vais expliquer dans cette vidéo, ça a planté une graine à l'extérieur de mon esprit, pour une fois. C'est pas du tout à ce moment-là que j'ai pris la décision, mais c'était une première graine, et c'était il y a pas si longtemps que ça. Et puis il y a eu des vacances, là récemment, où j'étais en famille, et pareil, il y a eu une sorte d'évidence qui est née de « je vais arrêter », et je sens que c'est la bonne chose à faire en fait. Vous savez, il y a des... justement, toutes ces remises en question que j'avais, je me remettais à faire ce métier, je me remettais à reprendre comme je reprenais, et ça allait. J'ai été vraiment très heureuse dans ce métier pendant très longtemps, et c'est pas anodin pour moi d'arrêter. Mais il y avait toujours ce truc de, bon allez, j'y retourne. Je sais pas si c'est vraiment le bon truc à faire, mais je vois pas trop ce que je peux faire à part ça, et comment le faire autrement, je vais continuer de la même façon. Et ça allait, comme je vous le disais, ça m'allait, j'étais heureuse et tout. Mais là, pendant ces vacances en famille, je me suis dit non, en fait, je vais arrêter. Et j'ai eu une sorte de certitude interne, une évidence intérieure de je sais que c'est la bonne chose à faire. Et c'était une sorte de libération, de joie, d'excitation. Parce que là, peut-être que je parais un petit peu austère quand je débute cette vidéo. Et c'est vrai parce que c'est pas anodin, je suis assez émue de faire cette vidéo aussi. Mais je vous assure que et quand je pense à cette fin, à cet arrêt, il y a beaucoup de joie et beaucoup d'excitation en fait qui naissent de ça. C'est mes sentiments, j'ai hâte en fait. J'ai hâte de voir la suite. Et donc généralement, quand j'ai ressenti ça dans ma vie, c'est que je faisais pas du tout une erreur. Qu'est-ce qui fait que j'ai remis en question et qu'est-ce qui fait que là, pour le coup, je décide complètement d'arrêter? Déjà, il y a une perte d'inspiration. Ça fait 10 ans que je suis là. J'ai l'impression d'avoir tout dit. J'ai l'impression d'avoir partagé tout ce que j'avais à partager, d'avoir transmis tout ce que j'avais à transmettre concernant mes connaissances. Je vois à quel point les choses ont évolué aussi. Autant mes partages, mes contenus avaient était vraiment nécessaire il y a 10 ans concernant l'éthique, concernant la consommation générale, concernant le décryptage des marques, concernant, je sais pas, tout ce qui était à l'attrait de la beauté au naturel. J'ai l'impression que tout a été dit, qu'on est beaucoup maintenant à l'avoir dit, que la plupart des gens ont eu le message, en tout cas ceux qui auraient pu être intéressés et qui étaient intéressés par ces thématiques ou par ces changements de vie ont eu le message. Et donc je suis dans une sorte de vide d'inspiration parce que je vois pas ce que je peux créer d'autre. Et ce qui me fait encore créer, c'est juste partager me concernant, moi, ma vie. Et ça, vous savez que c'est quelque chose que j'ai pas très envie de faire. Il y a toujours beaucoup de moi dans mes contenus, parce que c'est mes réflexions, mes prises de conscience, ma philosophie entre guillemets, donc il y a énormément de moi, mais j'ai pas envie d'arriver à faire des contenus qui sont 100% télé-réalité quoi. C'est pas vraiment mon truc. Là en tout cas c'est pas mon truc, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et j'ai l'impression d'avoir tout dit. Et évidemment que tout le monde n'a pas entendu, que tout le monde n'est pas encore au fait de ce que j'avais envie de partager sur le slow lifestyle, sur la vie quotidienne en général, comment implémenter des petits trucs un peu magiques dans notre quotidien, que ce soit dans notre humeur, dans notre consommation. Évidemment que tout le monde n'a pas entendu ces messages et que tout le monde n'a pas entendu ce que j'avais à dire, mais je n'ai aucune envie de repartir à zéro pour aller toucher des personnes qui ne sont pas encore intéressées par ça, vous voyez. Il y a ce truc de, pour les personnes qui sont intéressées, j'ai déjà tout dit, donc ma seule façon de continuer serait
d'aller de nouveau toucher des personnes et de recommencer ce que j'ai à dire en touchant des nouvelles personnes. Mais j'ai pas du tout la flamme pour ça, j'ai pas du tout envie, ça m'intéresse pas. Il y a aussi le fait que la création de contenu est devenue une obligation, est devenue une contrainte et plus une envie réelle de partager. Il y a même des moments, pour être parfaitement honnête, où j'ai l'impression de vivre des moments pour créer du contenu alors que ça devrait être complètement l'inverse. Je suis censée vivre des moments et peut-être avoir envie de les partager si je sens que ça peut faire du bien à d'autres ou que ça peut être intéressant pour d'autres. Mais je trouve que cette façon de faire que j'ai eue, d'aller vivre des moments juste pour faire des vidéos, juste pour créer du contenu, c'est absolument pas sain parce que je passe à côté de ma vie et ma vraie vie devient en fait ce que je partage sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis déjà vue penser bah tiens, je vais faire un vlog, j'aimerais bien intégrer des images de forêt, donc je vais aller me balader dans la forêt. Ce qui est insensé en fait quand on y pense. Je suis pas censée aller me balader ni dans la forêt, ni dans Paris, etc. pour créer du contenu. Je trouve que la façon la plus transparente et moi celle en tout cas que je préfère dans le partage de contenu, c'est quand on suit la vraie vie des gens, quand on suit ce qu'ils ont vraiment vécu, ce qu'ils ont eu le temps d'intégrer, pas ce qu'ils ont vécu dans l'idée de partager ensuite sur les réseaux sociaux. Il y a un truc qui est complètement fucked up dans cette façon de faire. Moi, je parle en tant que créatrice de contenu, mais je me demande si cette réflexion n'est pas vraie pour plein d'autres personnes. J'ai l'impression, surtout en voyage par exemple, que maintenant les gens vont sur des lieux touristiques ou des belles vues, etc. pour faire la photo, qui partageront ensuite sur les réseaux, ou juste pour faire la photo, mais pas parce qu'ils ont envie de vivre ce moment. Et c'est un peu la même chose dans la création de contenu. Et je trouve ça complètement fou d'en arriver à là. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de faire, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ma vie, parce que du coup, tous les moments qui pourraient être cool, c'est-à-dire aller en forêt ou aller une journée dans Paris, ça devient du travail. Alors qu'en réalité, c'est du kiff, c'est un moment, c'est censé être un moment de pause, un moment rien que pour moi. Et comme je ne le fais que dans le but de créer du contenu, il y a un truc qui est plus très sain dans cette façon de faire. Il y a aussi cette question du rythme fou des réseaux sociaux, du rythme oppressant quand on est créateur de contenu. Parce qu'en fait, il faut qu'on rende compte aux algorithmes. C'est pas à vous, c'est aux algorithmes. On est complètement soumis aux algorithmes. Et que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. Bon, Facebook, on n'est plus vraiment, pour être très honnête, mais YouTube, etc. C'est des plateformes qu'il faut nourrir constamment. Et une fois de plus, il y a un truc mathématique de je peux pas vivre des choses dans la vraie vie, je n'ai pas le temps de m'instruire, de me former, d'avoir des choses à vivre pour vous les retransmettre si je passe mes journées à être occupée à créer du contenu, vous voyez? C'est pas possible, c'est mathématiquement pas possible. Et en fait, on arrive à une époque sur les réseaux sociaux où on est constamment obligé de créer du contenu, de publier, de répondre aux commentaires, de susciter des interactions, etc., etc., etc. Donc en fait, on devient des machines à créer du contenu, mais on est plus capable de vivre le contenu qu'on a envie de partager. Enfin moi en tout cas, je dis on, je parle de moi. Et ça, je trouve que ça emmène vers un truc qui est pas sain du tout. Pour ma charge mentale, pour ma santé mentale, mais dans ce qui va être transmis et publié sur les réseaux sociaux aussi du coup. Et en fait, vous voyez, mon métier, je l'ai commencé parce que je voulais parler de mon métier. À la base, j'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision, et donc ça m'intéressait de créer du contenu autour de cette vie-là. Je partageais mes astuces en tant que maquilleuse évidemment, mais toutes mes réflexions ou mes vlogs ou bref, toutes mes réflexions étaient nourries par ma vie d'à côté, par ma vie de maquilleuse et ma vie sur les tournages. Et en fait, du coup, j'étais nourrie par autre chose et j'avais plein de choses à transmettre. En devenant créatrice de contenu à plein temps, je me suis enfermée, alors ça a pris des années, hein, mais je me suis vraiment enfermée dans un rythme dans lequel je me retrouve pas, et surtout j'ai l'impression d'avoir plus rien à vous partager si ce n'est mon métier de créatrice de contenu. Et faire de la création de contenu toute la journée, finalement ça ne va qu'intéresser les personnes qui ont envie de créer du contenu. Vous voyez, en fait, si j'étais formatrice, si je vendais des formations, si j'étais coach pour aider les gens à devenir créateurs de contenu, ne créer du contenu toute la journée aurait du sens. Vraiment, complètement, parce que ça serait partie de mon quotidien, etc. Mais moi, c'est pas ça mon message, c'est pas ça mon but. Et donc finalement, comme mes semaines sont ultra chargées niveau travail, et évidemment avec ma vie de maman, mais ça j'ai pas vraiment envie d'en parler, je me retrouve à ne plus rien avoir à partager parce que réellement ma vie c'est tous les jours devant mon ordinateur à faire du montage, à répondre à des mails, à gérer les ventes de ma marque, à créer du contenu sur Instagram, etc. Donc au bout du compte, qu'est-ce que j'ai à vous raconter si ce n'est j'ai passé ma journée à faire du montage, j'ai passé ma journée à faire des contenus, etc., etc. Donc ce serait hyper inspirant et intéressant si j'étais coach en réseaux sociaux, mais c'est pas le cas. Et donc c'est une organisation qui ne me convient plus vu que je n'ai plus du tout le temps de vivre tout ça. C'était beaucoup moins le cas quand j'étais pas maman parce que je pouvais vraiment m'organiser différemment. Je pouvais passer des journées à pas travailler et à travailler le soir. Du coup j'avais eu toute la journée pour me nourrir de plein de choses et j'avais plein de choses à vous partager ensuite. Là c'est plus du tout le cas. Je suis rentrée vraiment dans une discipline, dans un quotidien qui est trop rigoureux, qui est trop proche du salariat, qui est trop derrière un écran pour avoir des trucs intéressants à vous dire. C'est ça qui m'a perdue aussi un petit peu. Et en fait j'ai
plus de temps. Et je vous en parlais pareil dans une vidéo il y a quelques semaines où on me demandait qu'est-ce que je voudrais. Je rêve de temps, je rêve de temps libre, je rêve de temps pour m'écouter, pour me laisser aller à la créativité, avoir le temps de réfléchir à des nouveaux projets, avoir le temps de lire, avoir le temps de me former. Tout ça me manque vraiment. Et dans mon quotidien de créatrice de contenu, je ne l'ai pas ce temps. C'est impossible vu la cadence à laquelle il faut publier, poster, créer du contenu, répondre, etc. C'est impossible. Alors évidemment qu'il y a une organisation qui me permettrait de faire ça, mais ça voudrait dire déléguer une immense partie de tout ce que je fais, et c'est déjà le cas. Hein. J'ai commencé à déléguer le montage, le compte Instagram de ma marque maintenant est géré par une community manager, donc ça me permet de libérer du temps, mais pas encore assez. Donc évidemment qu'il y a aussi un peu de ma faute dans cette histoire et que c'est une question d'organisation, mais il y a aussi une question de coût. Dans ces cas-là, plus on délègue, plus on a une équipe, plus il faut qu'on gagne de l'argent. Pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, ça veut dire faire de plus en plus de partenariats ou grossir en nombre d'abonnés, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps me concernant. Donc tout ça fait que financièrement, il y a un truc qui n'est pas complètement possible pour moi, mais j'ai aussi conscience que c'est aussi beaucoup une question d'organisation et que j'aurais pu me libérer plus de temps si je m'étais organisée différemment, ou en tout cas si je voyais les choses différemment. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Et enfin, dernière chose qui est un petit peu décourageante, si je suis parfaitement honnête avec vous, c'est que ça ne marche plus du tout comme avant en fait. Il y a aussi ce truc de si je sentais que mes contenus étaient vraiment appréciés, que ça fonctionnait, que je touchais de plus en plus de personnes, que j'avais des super bons retours, etc. Je pense que ça serait déjà beaucoup plus motivant. Mais quand vous mettez en parallèle le manque d'inspiration, l'impression de raconter tout le temps la même chose, le manque de temps libre et donc le manque de moments de kiff, plus le fait que ça marche de moins en moins bien, ça donne le cocktail de je sais pas pourquoi je fais encore ce que je fais en fait. Et j'en parlais à ma psy et elle m'a posé la question, elle m'a dit mais est-ce que vous arrêtez parce que ça vous plaît plus ou parce que ça ne fonctionne plus? Et j'ai pas été capable de répondre parce que je pense que c'est vraiment les deux. En fait c'est vraiment une combinaison des deux parce que c'est un métier que je trouve très ingrat, ce que je fais. Je suis extrêmement chanceuse sur plein d'aspects. Ce métier est quand même extrêmement privilégié, hein. Je vais pas vous mentir. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires dans mon métier et sur lesquelles je m'estime vraiment chanceuse et heureuse. Mais il y a aussi une facette qui est très ingrate. Ce qui fait que quand on donne autant de son temps, autant de soi, autant de ses connaissances, autant de son introspection, de ses réflexions, et que finalement ça ne touche pas, parce que peut-être que j'intéresse plus aussi, il y a aussi ces trucs-là de dire peut-être que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et que mes partages ne sont plus aussi intéressants qu'avant, et c'est aussi un questionnement que je dois me poser, moi aussi. Il y a aussi une question d'algorithme, parce qu'il montre plus exactement les mêmes contenus, parce que je suis un vieux compte et qu'on sait que les vieux comptes sont moins mis en avant par exemple que les nouveaux comptes, sur Instagram notamment, et parce que les personnes qui me suivent, mon public cible, mais en tout cas les personnes que j'ai envie de toucher, passent aussi de moins en moins de temps sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a tout ça qui fait que ça marche moins bien. Et j'ai bientôt 100 000 personnes sur YouTube, ma moyenne de vues, elle est autour des 20 000. 30 000 max. Il n'y a même pas la moitié des gens qui regardent ce que je fais. Pareil, sur Instagram, ça fait des années, enfin non, j'exagère, des mois, mon nombre de followers ne monte plus et mes publications sont de moins en moins likées, moins en moins vues, etc. Et on s'en fout du chiffre en soi. J'en ai rien à faire de pas avoir de plus en plus de personnes ou que les gens likent moins. C'est pas ça qui est intéressant. C'est de comprendre pourquoi c'est plus le cas. Si on ne like plus, si on n'aime plus autant mes publications qu'avant, pourquoi c'est plus le cas en fait. Et vraiment, je vous le dis sans... Je remets pas en valeur... Enfin, s'il y a un peu ce risque aussi de remettre en cause sa propre valeur. Je dis pas que je suis moins aimable ou moins intéressante qu'avant, hein. C'est pas ce que je pense pour le coup. J'ai peut-être eu déjà cette idée, mais je pense pas vraiment que ce soit le cas. C'est ma façon de partager. Mais je sais pas si je serais capable de faire autrement en fait, vous voyez. Toutes ces raisons ont fait ce cocktail un peu explosif de il est peut-être temps d'arrêter en fait. Donc la perte d'inspiration, le rythme oppressant, ça va un peu l'un avec l'autre, mine de rien. Et 3, ce manque d'intérêt de l'audience qui fait que c'est pas très motivant pour dépasser les 2 premières raisons. Et c'est pas que c'est pas motivant, c'est que c'est aussi un indicateur. C'est un indicateur de ça plaît plus autant qu'avant, c'est qu'il faut changer des choses en fait. Et oui, je vous parlais de la perte d'intérêt, je pense qu'il y a en vieillissant, avec les changements de vie, quand on devient parent, on passe beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, on n'a plus le temps de regarder des vidéos YouTube de 30 minutes, parce qu'on a tous pris conscience aussi de l'impact négatif des réseaux sociaux sur nous, donc en fait on essaie de se détacher un peu des écrans, sauf que pour les créateurs de contenu c'est catastrophique. Moi je vous encourage à le faire, mais pour mon métier, je vois
vois pas comment on peut exister si les gens commencent à se détacher des écrans, vous voyez. Et pourtant, c'est tout ce que je vous souhaite. Il y a ça, ma ligne édito est un peu compliquée dans le sens où certaines m'ont suivi pour la beauté. J'en parle, mais c'est plus ma thématique de base parce que finalement, quand je fais des focus beauté, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins regardé que d'autres vidéos. Beaucoup de personnes m'ont suivi aussi pour tout ce qui était développement personnel, spiritualité, et vous l'avez vu, moi c'est quelque chose que j'ai complètement rejeté, tout ce qui était spirituel, new age, etc. Je veux plus en parler en tout cas, donc pareil, ça m'a fait perdre des gens, ce qui fait que j'ai une ligne édito tellement lifestyle que des gens ne me suivent que pour du make-up, des gens que pour la beauté ou des soins, d'autres que pour des vlogs, etc. Ce qui fait que mes vidéos finalement ne sont vues que par un tiers des personnes qui me suivent. Ça c'est aussi un petit peu décourageant, c'est ma faute, hein. On sait maintenant que, enfin en tout cas on dit qu'il faut être très très niché quand on est sur les réseaux sociaux, il faut être vraiment sur une thématique et un truc hyper précis. Je regrette pas du tout d'avoir fait le choix de faire du lifestyle parce que je suis tellement intéressée par plein d'aspects, par plein de thématiques que ça m'aurait vraiment clairement fait chier, pardon, mais ça m'aurait embêté, ça m'aurait emmerdé de faire qu'une seule thématique et de parler que du maquillage par exemple, ou que de faire ça, ou que ça. Donc moi j'ai adoré aborder du lifestyle et c'est peut-être grâce à ça que j'ai tenu 10 ans, donc il n'y a pas de regret là-dessus, mais j'ai aussi conscience que c'est compliqué pour les stats en fait. Si je parle de tout, ça ne peut pas intéresser forcément tout le monde. Bon, bien que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par plein de choses aussi. Donc ça c'est toutes mes réflexions qui font que il est temps de m'arrêter. Maintenant j'aimerais élargir un petit peu la réflexion aux réseaux sociaux en général, à l'impact des réseaux sociaux, à l'évolution des réseaux sociaux, à l'évolution de ce métier, de ce business, de cette façon de consommer, de façon de vivre nos vies aussi. On parle souvent des effets des réseaux sociaux sur les consommateurs de réseaux sociaux, donc sur nous autres qui ouvrons l'application et qui allons consommer du réseau, qui allons regarder des réels, des vidéos, des photos sur Instagram, les stories, etc. On parle souvent de cet impact sur les consommateurs, mais on ne parle pas assez, je trouve, et j'en ai vraiment pris conscience il y a seulement quelques jours, de l'impact sur les créateurs de contenu. Les plateformes de réseaux sociaux ne fonctionnent que grâce aux créateurs de contenu. Alors évidemment qu'on suit aussi nos proches et les quelques photos, mais est-ce qu'on va vraiment sur Instagram pour regarder les photos de nos proches? Je suis pas sûre, vous me direz, mais généralement on ouvre Instagram pour suivre des médias, pour suivre des créateurs de contenu. Donc on parle évidemment de la santé mentale des consommateurs, mais celle des créateurs de contenu est aussi sacrément à questionner. C'est être constamment exposé, enfin on est exposé physiquement, c'est pas anodin, jugé du coup, et on doit performer en fait, c'est épuisant, on doit performer parce on s'expose. Chose qu'on n'a pas tout le temps envie de faire, de se montrer, de parler de soi, etc. Mais bon, c'est le jeu. On est jugé, généralement en plus sur les réseaux, les gens nous permettent de partager leur jugement, parce que d'être jugé c'est le cas de tout le monde, tout le temps. Mais je sais pas si le cerveau est vraiment fait pour être jugé par autant de personnes, et en plus qu'on ait connaissance des pensées des personnes. Enfin, c'est même pas que je pense que le cerveau n'est pas fait pour ça, c'est que c'est évident que le cerveau n'est pas fait pour ça. Je suis pas faite pour être confrontée à autant d'avis différents me concernant mon opinion, vous voyez? Donc il y a ça. Et le fait de devoir performer est épuisant en fait. C'est-à-dire qu'on nourrit des algorithmes et en même temps on nous rappelle sans cesse qu'il y en a moins de personnes qui nous suivent, notre vidéo a fait moins de vues que d'habitude, qu'on a moins cliqué sur la vignette, etc., etc. Et donc pour la santé mentale, c'est quand même sacrément compliqué. Et donc les algorithmes, les plateformes de réseaux sociaux fonctionnent en rendant accro les utilisateurs. Pour rendre accro les utilisateurs, ils utilisent les créateurs de contenu. Donc ils nous utilisent nous, je le rappelle, sans jamais nous payer. Il y a aussi ce truc qui est assez intéressant quand on dézoome. On nourrit des plateformes qui vous rendent accro, mais nous, on n'est pas rémunérés pour ça. Alors TikTok a un programme de rémunération, je crois, pour les créateurs de contenu. Je sais pas parce que moi j'y suis pas, mais il me semble qu'effectivement on peut être payé quand on est sur TikTok en fonction des vues, etc. Et limite, alors je suis vraiment pas pour TikTok parce que je trouve que c'est le pire truc pour rendre accro, mais il y a ce truc de au moins les gens qui créent du contenu et qui plaisent du coup, sont rémunérés pour la création de contenu en tant que tel. Instagram, c'est pas le cas. Instagram ne rémunère pas et finalement, la seule façon de gagner de l'argent sur Instagram, c'est de faire des partenariats, donc de s'associer avec des marques et de vous parler des produits, de marques, de services, etc. Mais finalement, tout le contenu que l'on propose gratuitement, que l'on va créer, qui nous prennent des heures, des jours à créer, vous est balancé comme ça, vous ne payez pas, la plateforme ne nous paye pas non plus, et donc nous, on est dans un truc de don vraiment constant. Je vous en parlerai aussi parce que ça c'est intéressant aussi pour reparler du business model autour de la création de contenu qui est intéressant aussi à aborder. C'est un rôle qui est très ingrat en fait je trouve. Et comme je vous le disais, je mesure la chance que j'ai de faire ce métier parce que très peu de gens peuvent le faire, très peu de gens en vivent depuis autant de temps surtout. C'est un quotidien qui est quand même cool
Mais il y a un truc très ingrat en fait de don comme ça qui est gratuit, et je me demande si ça va pas aussi enlever la notion de prix et d'argent qu'on donne aux connaissances, au partage, au moment. Et en fait maintenant tout devient gratuit sur les réseaux sociaux, et donc on ne donne plus d'importance aux connaissances, à l'expérience d'une personne, et après on ne veut plus la payer. Ça c'est donné, c'est offert. Qu'est-ce qu'on reçoit nous en retour en fait, si ce n'est des likes et des commentaires? Non mais vraiment, quand on prend du recul, c'est quoi du coup c'est un système un peu égocentré. J'ai l'impression que les algorithmes se sont basés sur notre besoin d'amour en fait, en échange de notre connaissance, mais on nourrit leur plateforme. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est tellement bizarre comme fonctionnement quand on y pense. Je prends souvent l'exemple aussi des personnes qui partagent autour des recettes de cuisine. Il y a des comptes Instagram de fous autour de recettes, d'astuces fous, d'astuces de cuisine, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça prend du temps, par exemple, de faire une vidéo recette, parce que déjà, il faut tester la recette, il faut parfois la réessayer, refaire encore et encore pour trouver le bon dosage. Ça, c'est un métier, c'est des vraies connaissances derrière. Ensuite, il faut le filmer, il faut que ce soit joli. Et pareil, pour filmer, il faut du matos, il faut des connaissances, il faut refaire et refaire, parce que pour faire une vidéo de recette, il faut changer les plans, ou il faut faire d'une certaine façon, le montage, pareil. Et ensuite, il faut le faire en plus pour que ce soit attrayant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une vidéo, maintenant, recette de 10 minutes, on la regarde plus. On veut une vidéo de 30 secondes qui montre en accéléré, etc., etc. Donc il faut convenir aux algorithmes et convenir à la nouvelle façon de consommer aussi, parce qu'on s'habitue, notre cerveau s'habitue aux algorithmes. Donc on n'a plus l'habitude, nous, de regarder des longues vidéos quand on a besoin de savoir un truc ou qu'on a besoin de savoir comment faire quelque chose. On veut l'avoir en rapide, en accéléré. Et donc je pense à tous ces gens-là, à tous ces créateurs de contenu food qui partagent du contenu gratuit et qui ont quoi en échange? En fait du like. Mais eux derrière ils se tuent parfois la tâche, ils ont d'autres métiers où ils galèrent, ou peut-être qu'avec un peu de chance il y aura une maison d'édition qui ira vers eux pour leur proposer un livre de recettes, mais c'est pas du tout ce qui couvrira leurs dépenses ni enfin c'est pas ce qui les fera vivre pendant des années, vous voyez. Ou bien alors il faut aller dans ce business model de ils créent eux-mêmes leurs ateliers de cuisine, etc. Mais du coup c'est devenir des vrais entrepreneurs, et quand on devient des vrais entrepreneurs, et je le sais, on n'a plus autant de temps pour partager du contenu gratuit, vous voyez. Donc il y a un peu ce truc de comment c'est possible de continuer à créer alors qu'on gagne pas d'argent avec ça, sans pour autant devenir des panneaux publicitaires pour des marques et sans devenir autant des entrepreneurs. Il y a un truc qui est pas vraiment possible dans cette façon de faire, ou en tout cas c'est pas possible de le faire de façon équilibrée et pour respecter notre santé mentale, je dirais, sur le long terme. Ça sera possible quelques mois, quelques années. Sur le très très long terme, je vous parle d'expérience, je crois pas que ce soit faisable. Donc je vous parlais de la santé mentale des créateurs. J'ai une fois de plus conscience que c'est extrêmement privilégié comme métier, d'accord? Je suis pas en train de dire que c'est le pire métier du monde, et que je pense qu'il y a 1000 fois pire, qu'il y a... Enfin bref, c'est pas pour autant que je vais pas pouvoir me plaindre ni partager avec vous ce qui me semble problématique dans ce métier, d'accord? C'est pas pour autant que je dis que c'est le pire métier du monde. J'aimerais qu'on me dise pas en commentaire ouin, elle se plaint alors qu'elle est créatrice de contenu, qu'elle reçoit des produits gratuits, etc. C'est pas ça notre métier, loin de là, il se passe plein d'autres choses derrière, plein d'autres choses à gérer. Et il y a, oui, cette pression constante qu'on se donne et que les réseaux, le fonctionnement des réseaux nous oblige à avoir, c'est cette pression constante à être pertinent. Il faut être pertinent, il faut dire des choses intéressantes. Et il faut que ce soit liké, il faut que ce soit vu, il faut que les gens aiment. Mais une fois de plus, on en revient à la première partie de ma vidéo. Comment voulez-vous que ce soit le cas si on passe nos journées à créer du contenu? On peut plus avoir des trucs pertinents puisqu'on n'a même plus le temps de les vivre. On n'a même plus le temps de les assimiler, ces infos, ces émotions, ces choses. On n'a même plus le temps à la réflexion. On n'a plus le temps de construire nos réflexions. On n'a plus le temps de construire nos partages, en fait. Il faut que ce soit sans cesse partagé. Et il y a une sorte d'un peu d'obsession des chiffres. Pas pour notre ego, hein. Enfin, si, en fait, il y a un peu ce truc de, bah tiens, si on regarde moins ma vidéo, c'est qu'elle a moins intéressé. C'est factuel, en fait. Mais il y a aussi, dans le business model de la création de contenu, il y a les stats qui sont importantes pour notre rémunération quand on fait des partenariats avec des marques. Quand on fait des partenariats avec des marques, qui est une des façons de gagner de l'argent, c'est pas la seule, quand on est créateur de contenu, les marques, donc on arrive avec un tarif, ils veulent voir si ce tarif est en adéquation avec les stats. Donc ils vont toujours demander quelles sont vos vues en story. Les 3 derniers posts, est-ce qu'ils ont été likés? Est-ce qu'ils ont été visibles, etc. Donc quand on veut gagner de l'argent sans vous faire payer, sans vous vendre quelque chose nous-mêmes, on est obligé parfois de s'associer avec des marques. Mais ces marques-là, normal, elles ont besoin de savoir si ce qu'elles vont payer est vraiment rentable pour elles. Donc il y a une sorte de pression constante à il faut que mes chiffres soient bons parce que c'est ça qui va déterminer mon tarif. Et mon tarif va déterminer mon salaire à la fin du mois. Donc il y a évidemment cette pression des stats. Et les réseaux sociaux nous le rappellent très souvent. Chaque semaine quand je mets une vidéo sur YouTube, j'ai un petit message de YouTube qui va me dire
votre vidéo fonctionne mieux que d'habitude, votre vidéo plaît moins que d'habitude, et même si je ne vais pas chercher l'information, j'ai ce message. Comment voulez-vous que mon cerveau et que ma santé mentale aillent bien quand j'ai ce message? J'ai passé une semaine à faire une vidéo, j'ai tout donné pour cette vidéo, elle plaît moins. Bah d'accord, bah va faire avec, bon courage. C'est super dur en fait en tant que créateur de contenu. Et je vous parlais du business model, il y a un peu ce truc de soit on s'associe avec des marques, et dans ces cas-là, il faut que nos stats soient bonnes, ou bien on vend nos produits, mais déjà il faut qu'on ait la légitimité à vendre un produit, parce qu'il y a plein de gens qui vendent des produits, des formations, etc., mais qui ne sont pas légitimes à les faire, qui n'ont pas les connaissances nécessaires, je trouve, et ça c'est un peu problématique aussi, mais c'est une façon de vivre des contenus. Donc je comprends qu'ils créent ça, parce qu'il faut bien un moment vivre quand on partage du contenu. Il faut bien payer notre loyer, se nourrir, mais tout le monde n'a pas la légitimité ni l'expertise pour créer un produit ou une formation ou un service. Ou enfin, il faut être rentier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir besoin d'argent et créer du contenu juste pour créer du contenu. Et ça, c'est génial. C'est pas le cas de tout le monde, vous vous en doutez bien. Et j'ai envie de vous dire, qu'importe les trois solutions, on sera de toute façon critiqué. Si je fais des partenariats, je serai critiquée, pas par tout le monde évidemment, parce qu'il y a aussi un choix nécessaire dans les partenariats, dans le rythme des partenariats, est-ce qu'il y a une cohérence et est-ce que je suis pas en train de parler d'une marque différente toutes les semaines, évidemment. Ça, j'ai vraiment toujours veillé à faire hyper attention à ça. Il y a ça, il y a la vente de nos produits, mais comme je vous le disais, tout le monde n'est pas expert là-dedans, et quand on crée nos produits, à un moment il faut les vendre, il faut en parler. Donc on devient des sortes de panneaux publicitaires de nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément très agréable, et surtout on sera critiqué aussi pour ça. Et alors si vous êtes rentier et que vous êtes très riche sur Instagram ou sur YouTube et que du coup vous avez une vie un peu privilégiée, vous vous ferez critiquer aussi. Donc en fait il y a un peu ce truc que comment on fait? En fait, quelle est la solution pour ne pas être critiqué? Je vous le donne dans le mille, c'est pas possible. De toute façon, quoi qu'on fasse, on sera critiqué, c'est normal, c'est la vie de tous les jours en fait. Tout le monde sera critiqué. En tout cas, tout le monde trouvera toujours quelque chose à redire à quelqu'un. Il faut juste être assez fort pour ne pas être impacté par ça. C'est pas forcément facile. C'est nécessaire, mais comme je vous parlais de la santé mentale aussi des créateurs de contenu, je trouve c'est important de le dire. On sera critiqué, et le pire c'est qu'on sera critiqué mais pas en silence. On aura connaissance de ces critiques. C'est pas facile. C'est pas facile parce que moi j'adorerais qu'il y ait un bouton reset sur mon cerveau qui oublie quelques trucs en fin de journée. Des commentaires, des trucs que j'ai vus, etc. Et je vous parle de ça, je parle pas vraiment de moi en fait. En réalité, quand je vous fais... Là j'ai vraiment élargi et je vous parle des réseaux sociaux en général parce que j'estime que j'ai énormément de chance avec les personnes qui me suivent, avec mon audience, avec les commentaires que j'ai. Il y a 98% de positifs, sincèrement, donc c'est énorme. Mais je suis aussi confrontée aux situations de mes collègues, je vais voir les commentaires des autres, et tout ça me nourrit cette réflexion, et je me dis il y a un problème en fait, on sera de toute façon critiqué, et donc ça me met en colère. Tout ça me met en colère. C'est pas forcément de moi dont je vous parle là. Parce qu'une fois de plus, et je ne peux que vous remercier pour ça, vous avez été extraordinaire, et c'est toujours, vous avez été d'une bienveillance, que ce soit en ligne ou quand je vous rencontrais par hasard dans la rue ou qu'importe, c'était toujours tellement bienveillant. Donc je parle pas de moi, je parle vraiment du système, de la systémie des réseaux sociaux, du système global de cette économie qui est franchement pas facile et pas saine. En parlant de santé mentale, évidemment, j'ai envie de vous parler de la santé mentale des consommateurs, donc de la vôtre et de la mienne en tant que consommatrice de réseaux sociaux. Alors, ai-je vraiment besoin de m'étaler sur cette thématique? Juste, je vous conseille de regarder le documentaire disponible sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Au moins, vous aurez tout sur comment les réseaux sociaux ont été pensés pour nous rendre accros et pour capturer notre attention, ce qui entraîne de l'anxiété, de la dépression, de la comparaison à outrance, un temps d'écran qui n'a vraiment plus de sens quand on y pense. Évidemment qu'une consommation raisonnée est possible. Ça, c'est à nous de gérer ça, sachant que ça va être très dur parce que les développeurs ont agi sur des biais de notre cerveau, donc c'est pas seulement une question de volonté, hein, c'est une question d'aller contre nature, mais c'est possible. Je pense qu'il y a effectivement une façon raisonnée de gérer les réseaux sociaux, mais quid de l'impact de cette consommation raisonnée sur les créateurs de contenu? C'est pas un business qui peut fonctionner avec une consommation raisonnée, et c'est ça toute l'ambivalence, surtout quand on est dans le bien-être comme moi. Je vous souhaite qu'une chose, c'est justement de décrocher des écrans, c'est d'aller passer des vrais moments dans la vraie vie, d'arrêter de scroller, etc., etc. Sauf que plus vous le ferez, plus mon métier et mon rôle disparaîtra. Et je vous le souhaite. Et justement, j'en parlais dans ma vidéo d'il y a 2 semaines, dans le vlog. J'ai l'impression, je sens une tendance chez les trentenaires. On désinstalle Instagram, on a envie de passer moins de temps sur les écrans. Justement, on a fait le tour, on a l'impression d'avoir fait le tour. Et en tout cas, on voit ce que ça a provoqué chez nous dans la santé mentale, dans la comparaison, et on a envie de s'en détacher. Donc génial, en fait, de plus en plus de personnes désinstallent l'application. Vous avez été
pas mal, mine de rien, à me dire oui, moi ça y est, je m'en suis rendu compte, je regarde Instagram que sur mon ordinateur par exemple, ou bien j'ai désinstallé, j'y vais plus, ça me fait un bien fou, etc. Et je vois qu'il y a une différence et sincèrement c'est génial et moi j'ai qu'une hâte, c'est de le faire aussi. Mais du coup, comment mon métier de créatrice de contenu peut continuer à vivre si toutes ces personnes font ça? Du coup, il y a une façon de repenser la création de contenu et moi ça m'intéresse de dingue, hein. Je trouve ça génial de repenser cette façon de faire pour que ce soit mieux pour les créateurs de contenu et mieux pour les personnes qui nous suivent. Ça va être fascinant et hyper intéressant de s'intéresser à ça. Et je sens qu'il y a une tendance à ça. Vous avez peut-être vu la dernière vidéo de Lena Situation où elle arrête pendant 1 mois les écrans. On va y entrer. C'est évident qu'on est arrivé à un tel point de surconsommation des écrans qu'on va tous avoir besoin de s'en détacher. Je pense qu'on est arrivé à son paroxysme et on se rend tous compte que c'est pas du tout bon pour nous. Du coup, on a vraiment envie de désinstaller. Alors peut-être pas les tout jeunes, il faudrait, pour être très honnête. Et en fait, de toute façon, là pour revenir sur mon métier, je ne vise pas à toucher les très jeunes. J'ai trop besoin de parler de ce qui m'arrive, de ce qui m'arrive dans ma vie à moi, ce qui fait que je touche généralement les personnes qui ont à peu près mon âge ou un peu. Et aussi, autre chose, une autre critique des réseaux sociaux. Alors il n'y a pas du tout que des critiques, hein. Il y a beaucoup de choses géniales qui naissent des réseaux sociaux. On a un accès à l'information qui est incroyable. Il y a des cercles, enfin comment dire, on est beaucoup plus au courant de plein de choses. Il y a une possibilité de se relier avec des personnes qui pensent comme nous. Donc il y a plein d'aspects positifs, mais il y a aussi ce que je vois et ce qui est assez déprimant, et c'est dans la façon dont les algorithmes sont conçus en fait maintenant, c'est qu'il n'y a plus aucune place, et on ne peut plus laisser aucune place à la nuance. Il faut créer pour le clic, il faut qu'on s'arrête sur notre vidéo, il faut que les 3 premières secondes soient assez happantes, vous accroche l'esprit pour que vous restiez sur notre vidéo. On est trop centré sur la rétention de votre attention. Pour créer des contenus nuancés, il faut faire jouer l'émotionnel, il faut que ça fasse du clic. C'est le même problème que les titres, les journaux, etc. On est là dans des phénomènes de putaclic pour accaparer votre attention, pour accaparer notre attention. Et du coup, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire de nuancé. Les algorithmes des réseaux sociaux, ils sont faits sur les nombres de commentaires, les nombres de likes. Qu'est-ce qui provoque un nombre de commentaires élevé et un nombre de likes élevé? C'est ce qui va jouer sur notre émotionnel. Et l'émotionnel, c'est parfois à l'antithèse de la nuance. Il faut que ça fasse très très peur, il faut que ça nous mette très très en colère, ou que ça nous donne une joie énorme de regarder cette vidéo ou cet article ou je sais pas quoi. Et donc, on peut plus être dans la nuance parce que pour capturer l'attention, il faut créer une émotion intense. Sauf que ça, moi je trouve que c'est un vrai problème sociétal. Il faut absolument qu'on revienne à la nuance. C'est vraiment ultra important. Mais notre cerveau va être tellement happé par tout ça et va être tellement habitué à ces émotions fortes qu'après un contenu nuancé ou un peu plus long, parce que ça va ensemble, hein, généralement pour être nuancé, il faut un peu plus de longueur et passer un peu plus de temps sur un article ou sur une vidéo par exemple. Et bien tout ça fait que moi j'ai peur pour la suite. J'ai un peu peur pour la suite de l'humanité entre guillemets, pour notre réflexion, pour nos connaissances, pour ce que ça va engendrer. Je vais pas m'éterniser là-dessus, je suis pas spécialiste, mais ce manque de nuance me fait un peu peur, j'avoue. Donc j'arrête, certes, mais quelle est la suite me concernant? Cet arrêt, cette fin de ce métier, il va me permettre de créer un espace, justement pour reprendre le temps et pour voir ce qui est vraiment juste pour moi, pour la suite de ma vie, pour la suite de ma carrière. Je pense que ça va me permettre de retrouver ce qui m'inspire vraiment, ce que j'ai vraiment envie de faire pour la suite. Il y a une introspection qui est en marche depuis des années maintenant, comme je vous le disais, quand je remettais en question, forcément que l'introspection est là, mais j'ai pas eu assez de temps libre, de temps à ne rien faire pour que cette introspection soit bénéfique, pour qu'elle puisse vraiment donner naissance à quelque chose de concret. Il y a une introspection, ça tourne en boucle, mais j'ai pas l'espace pour créer ce qui a besoin d'être créé suite à cette introspection, vous voyez. En fait, j'ai hâte de ne rien faire. Il y aura rien, je prévois rien. J'ai hâte, c'est ce que je dis à mes amis quand je leur parle de ce qui va arriver là comme période, je leur ai dit j'ai hâte de passer d'une journée de contraintes, de to-do list, parce que j'ai des to-do list à rallonge. Alors la vie de tous les jours, hein, juste la vie de tous les jours, faire les courses, tout ce qui est au fait de m'occuper de ma fille, etc. Alors c'est une to-do list assez sympathique de s'occuper de ma fille, mais c'est mine de rien quelque chose qui n'est pas du temps libre, évidemment. Donc j'ai hâte de passer d'une liste de contraintes à cet espace de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et c'est quelque chose, c'est une question que je me suis pas posée depuis des années. Je me suis jamais laissé cette liberté, parce que ça c'est le quotidien d'un entrepreneur, pas seulement d'un créateur de contenu. On est tout le temps dans qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut... Bref, il y a toujours cette notion de faire, mais plus assez cette question d'envie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je ressens. Et j'étais à ma séance de psy
il y a quelques jours et je lui ai dit bon bah voilà, ça y est, on arrive à cette période qui va être très vide. Et je lui ai dit, je sais pas, est-ce que vous avez des exercices à me conseiller, des questions qu'il faudrait que je me pose pour m'aider dans cette introspection? Alors elle a souri, elle m'a dit, je suis pas sûre que vous ayez besoin de questions ou de choses à répondre, sachant que vous êtes déjà en introspection depuis des années. Il faut que vous arriviez à vous concentrer sur vous, à vos envies, seulement sur vos envies. Qu'est-ce qui naît comme envie ce jour-là, ce matin-là, à tel instant? Est-ce que vous avez envie de lire ce livre-là? Est-ce que vous avez envie justement d'aller vous balader? Est-ce que vous avez besoin de faire du sport? Qu'est-ce qui va naître de ces envies? Et ce temps-là va être créatif pour la suite, va être créateur de projets futurs. Là, je pense qu'il est temps, de mon côté, enfin, me concernant, il est temps d'arrêter l'introspection, il est temps d'arrêter le processus intellectuel. Là, il faut que j'arrive dans ce temps de création, de liberté, de temps libre, qui vont être hyper importants pour la suite. Et je me connais, je sais que c'est à ce moment-là que ça va être le plus fertile. Ouais, c'est ça, je cherche ce terme depuis tout à l'heure, fertile. Mais je sais que c'est ces moments de vide qui sont les plus fertiles et qui vont donner les choses les plus intéressantes pour la suite. Donc il n'y a absolument rien de prévu. Et d'ailleurs, pour être honnête, je m'interdis de prévoir quoi que ce soit pour l'instant parce que j'ai évidemment des trucs, déjà des idées qui me viennent et je me suis dit, ah tiens, il faudrait que je me renseigne là-dessus, que je fasse ça, tata. Pour l'instant, je veux vraiment arriver à ce truc de non, pour l'instant, tu ne fais rien. Tu notes si tu as des idées, mais tu laisses le temps libre. C'est le moment du vide en fait, et il est ultra nécessaire, je pense. C'est comme ça que je le ressens. Ça va être un moment d'écoute de soi en fait. Et parfois l'écoute de soi, ça va être de peut-être travailler entre guillemets une journée sur un projet parce que j'ai eu cette idée, donc je voudrais le noter, je voudrais peut-être me renseigner, etc. Mais ça sera pas du tout dans la mise en place, ça sera dans l'écoute de soi. Et parfois l'écoute de soi, ça sera peut-être de regarder pendant une journée de la télé-réalité, et l'autre journée, ça sera de me balader une journée en nature, l'autre, ça sera de passer toute la journée collée à ma fille. Juste les temps que je me donne ce temps-là, c'est un luxe de ouf. Alors je vais devancer les questions parce qu'à mon avis, il va y en avoir concernant les finances, comment vivre, en fait, comment je peux me permettre ce temps de rien. Alors déjà, j'ai une société quand même qui ne vit pas que sur moi, c'est-à-dire que j'ai mes produits qui vont continuer à se vendre, alors je sais pas encore pendant très longtemps ou pas, parce que c'est beaucoup basé sur moi, sur mon image, sur mes partages, donc à partir du moment où je ne suis plus visible sur les réseaux sociaux, est-ce que la marque se vendra autant, est-ce qu'elle existera encore très longtemps? Rien n'est moins sûr, j'en sais rien. Bon, en tout cas, la marque n'est pas fermée, la marque ne va pas fermer tout de suite, j'ai pas pour but d'arrêter ça. Pareil, j'ai mes formations en ligne de make-up qui me rapportent un petit peu d'argent. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt fermer ces ventes-là, parce que j'ai peut-être pour idée d'en refaire des nouvelles qui seront construites différemment. Donc à mon avis, je vais baisser un peu les prix des actuels si vous avez envie de d'accéder à mes cours de make-up en ligne. Vous aurez évidemment accès encore, même quand les ventes seront fermées, je veux dire, vous aurez encore accès au contenu, hein, donc même si vous les achetez maintenant, dans 3 mois c'est pas terminé, vous aurez accès à vie a priori. Mais c'est vrai que j'ai envie de refaire les choses différemment. Donc il y a tout ça, et il y a aussi une trésorerie en fait, c'est-à-dire que j'ai une société, je suis pas en auto-entreprise, ce qui fait que ma société a de l'argent sur le compte et qui va pouvoir me permettre de me rémunérer. Alors sûrement moins, je vais me verser moins d'argent. Déjà il y a des revenus passifs, il y a des revenus qui vont continuer d'alimenter ce compte, et je vais pouvoir utiliser les réserves que j'ai pu faire pour continuer à me payer le temps de ce vide. Et j'en parlais à ma psy justement, et je disais qu'il y avait une sorte de culpabilité à pouvoir faire ça. Parce que en fait, en réalité, on dirait que j'ai 150 000 € de côté, que du coup je vais pouvoir me faire une pause. Pas du tout, hein, j'ai pas beaucoup de trésorerie, mais je sais que j'ai quelques mois où je peux encore me verser mon salaire. Combien de mois, je sais pas beaucoup, mais je le sais en fait. C'est-à-dire que demain j'arrête de travailler, je peux me verser encore quelques mois mon salaire. Et c'est intéressant parce que j'ai aussi vu ça beaucoup dans ma façon de partager sur les réseaux. Il y avait beaucoup de culpabilité dans des choses que je partageais, du coup je voulais pas partager parce que je me sentais coupable de pouvoir les vivre, d'avoir la chance de les vivre. Et en fait, elle m'a dit, vous savez, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité de le faire, mais qui ne se l'autorisent pas. Et ça, je pense que c'est vrai. On a beaucoup de peur concernant l'argent, concernant plein de choses. Et du coup, il y a une peur parfois du vide, de ne plus travailler, de ne rien faire. C'est même très mal vu d'ailleurs dans la société de ne pas travailler. Juste de dire non, là je travaille pas. Je suis pas sur un projet, non, je fais rien. C'est impossible dans notre société. Pourtant, je pense que ça peut être tellement créateur de plein d'autres choses pour la suite. Et c'est aussi une façon très consumériste de voir la vie, hein, il faut travailler pour gagner de l'argent tout le temps. Bon, après, je sais pas comment on vit sans argent, mais bon, bref, je m'égare. Il y a des gens qui pourraient et qui ne se l'autorisent pas. Donc moi je vais me l'autoriser. Et elle me dit, c'est pas parce que des gens ne peuvent pas que vous devez pas le faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut résonner aussi chez vous sur plein d'aspects, mais c'est pas parce qu'on est privilégié d'une certaine façon qu'on n'a pas le droit d'en prendre conscience et d'apprécier ça.
Au contraire, en fait, si j'ai la possibilité de le faire, les personnes qui ne peuvent pas le faire, je pense rêveraient de pouvoir faire ça. Et donc c'est important que je le fasse en fait finalement, que je prenne cette chance-là et pas que je m'autorise pas à faire quelque chose parce que tout le monde peut pas le faire. Après, j'ai une tendance très optimiste sur la suite. En fait, moi je me dis, si à un moment je manque d'argent, je deviens caissière quelque part et je m'en fiche. J'ai un peu ce truc de au pire, je trouverai bien un travail quelque part. J'ai encore mon expertise de maquilleuse, j'ai une expertise sur les réseaux sociaux. J'ai un peu ce truc de non peur je trouverai de toute façon un moyen de gagner de l'argent. Donc j'ai pas tant cette peur par rapport à l'aspect financier. Mais peut-être que c'est très naïf un peu de ma part et innocent. Mais jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné pour moi à ce niveau-là. Et les projets futurs, écoutez, comme je vous l'ai dit, néant, zéro, rien. Rien pour la suite. Je sais pas combien de temps. En fait, je veux pas dire que c'est une pause, parce qu'une pause impliquerait forcément un retour et une sorte déjà d'anticipation du retour, chose que je veux pas. C'est pas impossible que je revienne sur les réseaux sociaux pour faire exactement le même métier, c'est juste que j'aurai une organisation ou une gestion, une vision différente de ça, qui feront que je vivrai mieux tout ça, ou que ça marchera mieux. Peut-être que je reviens que je fais la même chose, peut-être que je reviens plus jamais que je fais plus du tout la même chose, peut-être que je reviendrai que sur Insta, peut-être que je reviendrai que sur YouTube, peut-être seulement via le blog, peut-être seulement via le newsletter, j'en sais absolument rien. Je pense que c'est compliqué à notre époque quand on lance n'importe quel sujet, n'importe quel produit, service ou n'importe quel projet, de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Donc à mon avis, il y aura quand même une présence sur les réseaux sociaux, qu'importe ce que je fais après, juste si ce n'est pour partager autour de ce projet-là, vous voyez. Donc ça m'étonnerait que je revienne plus du tout, mais est-ce que ça sera pour faire les choses pareilles? Je pense pas. Et en même temps, et je vous dis, j'en sais rien, ça se trouve, je reviens dans 6 mois, c'est pareil. Dans 1 an, dans 3 ans, que sais-je? Si c'est 3 ans, j'aurai pas de quoi me payer, ça c'est sûr que non. J'espère que ça a été bien compris, que je ne dénigre pas le métier de créateur de contenu. Je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que ça a apporté une autre forme de divertissement, une autre forme de partage d'expérience, une autre forme de partage de connaissances. Je trouve que c'est génial. Moi, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir fait le tour et que j'ai plus assez de choses justement à apporter et que du coup, ma présence n'est plus assez pertinente. Par contre, je pense qu'il faut tous, que c'est notre rôle aussi en tant que créateur de contenu, de repenser à notre présence, de repenser au fonctionnement des réseaux sociaux, de repenser à notre rapport que l'on a à ça et de repenser aussi à l'impact que l'on a aussi sur les personnes qui nous suivent. On a une responsabilité dans ce qu'on partage, dans la façon dont on le fait, dans les contenus évidemment, mais dans la façon, dans la forme aussi. J'ai l'impression qu'on devient tous un peu esclaves des algorithmes quand on est créateur de contenu, alors qu'en réalité, les algorithmes et les plateformes de réseaux sociaux reposent sur nous et sur notre travail. Donc, j'ai une certaine forme d'optimisme concernant une rébellion possible. Et je pense que si on décide tous de changer les choses parce que cette façon de faire ne nous correspond plus, et j'espère que vous pourrez ou qu'on pourra tous renverser cette tendance pour aller vers plus de bien-être pour les créateurs de contenu, plus de bien-être pour les personnes qui nous suivent. Et petit message évidemment à vous qui me suivez, je ne peux que vous recommander d'aller, de vous détacher au maximum des écrans, ou en tout cas de trier vraiment ce que vous regardez, de vous concentrer sur votre bien-être, d'être attentif à votre bien-être quand vous êtes face à un écran, quand vous êtes face à un contenu, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça provoque chez vous, ça c'est hyper important. Je ne peux que vous encourager à aller vers du contenu long, nuancé, travailler, du contenu qui est sincère, de ne pas vous laisser happer justement par les biais qui sont utilisés sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez évidemment vous renseigner sur le cerveau, pour ça je vous conseille le livre de Albert Moukaïber qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours, c'est assez intéressant de comprendre le fonctionnement. Il y a aussi les livres autour du... Attendez, comment il s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui est un traité un peu sociologique sur la consommation des réseaux, comment ça a happé notre quotidien en fait. Si tout le monde était renseigné là-dessus, il n'y aurait pas de retour en arrière possible, on ferait très très attention à notre temps sur les réseaux et à notre consommation surtout des réseaux sociaux. Évidemment, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous remercie. C'est émouvant ma fête mine de rien. Je vous remercie pour de m'avoir suivi pendant autant de temps, d'avoir été aussi bienveillant, de m'avoir permis de vivre la vie que j'ai vécue pendant 10 ans qui était une vie... génial aussi, j'ai été extrêmement privilégiée de faire ça de cette façon-là. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis reconnaissante pour ça. Sincèrement, je pense pas que ce soit un adieu, je pense que c'est juste un au revoir, que c'est une étape nécessaire. Et je vous souhaite à tous de trouver ce qui vous épanouit vraiment, qu'on arrête d'être en pilote automatique sur ce qu'on fait, ce qu'on croit devoir faire ou continuer dans notre vie. Et moi justement, j'ai besoin de temps pour chercher et pour trouver ça, pour trouver cet épanouissement et pour trouver ces idées d'épanouissement. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite, j'en sais rien, peut-être. Je vous dis à bientôt en tout cas. Et voilà, plein de bisous. Bye bye.